On va parler pour cette session du franc CFA, puisque les organisateurs tenaient absolument à introduire à Surfing Bitcoin les enjeux autour des questions monétaires africaines, les débats monétaires en Afrique. Quelle est la place éventuelle du Bitcoin en Afrique? Est-ce que le Bitcoin peut se substituer au système monétaire en vigueur aujourd'hui sur ce continent, et à quel point finalement ce système monétaire aujourd'hui est-il désirable ou indésirable? Ce sont toutes ces questions qu'on va évoquer aujourd'hui, en sachant que les questions sur le franc CFA ne font pas beaucoup de débat en France, parce qu'en effet c'est un enjeu qui concerne davantage le continent africain plus que le continent européen. En revanche, elles sont très controversées dans les pays francophones essentiellement, puisque pas un jour ne passe sans qu'il y ait une tribune qui soit publiée dans la presse africaine pour dénoncer le franc CFA, qui serait donc un héritage de la colonisation et qui pour beaucoup serait la cause de tous les maux du continent africain. Donc ce sont toutes ces questions qu'on va aborder, en commençant par présenter déjà ce qu'est ce système qui aujourd'hui est très peu connu, parce qu'il est aussi très technique, et que finalement il n'est pas à la portée de tout le monde, mais on va essayer de le résumer dans les grandes lignes en tout cas, pour ce qui est de son fonctionnement et de son histoire. Déjà, l'histoire du franc CFA. Donc, le franc CFA, comme son nom le suggère, c'est effectivement un héritage de la colonisation française en Afrique. Et avant en fait que le colon débarque en Afrique, le système monétaire africain peut se résumer comme un système monétaire où effectivement plusieurs types de marchandises étaient en concurrence pour le commerce, le troc, et en ce sens-là, l'histoire monétaire de l'Afrique ne diffère pas vraiment de l'histoire monétaire des pays qu'on a l'habitude d'étudier en Europe, en Asie ou autres. Vous avez donc diverses marchandises qui sont utilisées pour les échanges, sans qu'il y ait de système monétaire unifié. Lorsque le colon arrive, qu'il voit donc la manière dont fonctionne l'économie africaine, il se dit qu'il faut moderniser tout ça. Et donc, très vite, la France va imposer petit à petit donc, sa monnaie aux pays conquis par la force. Hein. Et donc, l'argument officiel utilisé par la puissance coloniale, c'était donc une nécessité de moderniser un système monétaire qui n'était donc pas pratique, archaïque, parce que la diversité des marchandises utilisées faisait finalement qu'il était assez compliqué d'obtenir un standard unique pour unifier le commerce, avoir une unité de compte, une réserve de valeur, un instrument d'échange qui soit uniforme, qu'on puisse effectivement utiliser pour les échanges quotidiens, pour aussi intégrer les économies africaines entre elles, mais aussi les intégrer à la métropole, puisque le but aussi de cette entreprise coloniale, c'était évidemment pour le colon d'avoir un accès privilégié au marché africain. Et donc finalement, il y avait cette monnaie coloniale avait pour effet donc, de renforcer les liens économiques entre la métropole et les pays africains, tout en excluant finalement les autres pays, puisque le fonctionnement économique de la zone franc était de telle manière que les pays africains ne pouvaient pas, enfin en tout cas les pays sous tutelle impériale française, ne pouvaient pas commercer librement avec les autres zones économiques. Donc c'était un régime protectionniste aux frontières de la zone franc. Et c'est un système effectivement qui n'était pas forcément absurde à la base, le problème étant la méthode avec laquelle qu'on a utilisé pour imposer cette monnaie, puisque généralement cette monnaie s'imposait par toutes sortes d'humiliations, de vexations, c'est-à-dire qu'on imposait aux indigènes d'utiliser la monnaie française. Ceux qui n'utilisaient pas cette monnaie étaient jugés arriérés, stupides, et en fait avec l'usage du cours légal de la force et du droit colonial,
on a vraiment, comment dire, instauré des mesures de police pour contraindre véritablement par la force les populations à utiliser cette monnaie. Alors, jusque dans les années 30, donc le franc qui circulait dans les colonies africaines était quasiment à peu de choses près le même franc qui circulait en métropole. Et l'histoire en fait du franc CFA est indissociable de l'histoire du système monétaire mondial, puisque les années 30, c'est la Grande Dépression, c'est aussi la désintégration du commerce mondial, puisque vous avez l'Angleterre qui renonce à l'étalon or en 1931 en raison effectivement d'une surévaluation de la livre à cause de la Première Guerre mondiale. Et donc effectivement, vous avez des réactions protectionnistes de toutes parts. Tous les pays sortent du système de l'étalon or petit à petit. La France sortira du système de l'étalon or post-Première Guerre mondiale en 1936 et elle va renforcer finalement son emprise protectionniste sur le continent africain, sur le modèle britannique. En fait, les Français s'inspirent de ce que faisaient aussi les Britanniques sur le continent africain en organisant leur zone impériale selon un système exclusif. Donc le franc CFA, il naît véritablement en 1945, il est le successeur de la zone franc. Lorsque le système international, lorsqu'on tente de rebâtir le système monétaire national après la Seconde Guerre mondiale et qu'on se rend compte finalement qu'avec la planche à billets, il avait été nécessaire de dévaluer les monnaies nationales, on se dit qu'il n'est plus possible de maintenir une zone monétaire unique entre la métropole et les colonies en raison de disparités des situations économiques. En tout cas, c'était l'argument officiel des gouvernements pour mettre en place un franc CFA qui, pour le coup, fragmente l'unité monétaire qui existait entre la métropole et les colonies, en sachant que le franc CFA a changé de nom à plusieurs reprises pour des considérations symboliques. Donc, à mesure où les mouvements anticoloniaux, anti-impérialistes gagnaient de l'influence dans les colonies et en métropole, eh bien, on a changé à plusieurs reprises le nom de la monnaie pour instaurer en tout cas un rapport un peu plus égalitaire sur le plan symbolique. Donc vous voyez que le franc des colonies françaises d'Afrique est devenu le franc de la communauté française d'Afrique. Aujourd'hui, le franc CFA est donc l'héritier de cette histoire, en sachant que, entre-temps, beaucoup de pays ont quitté la zone franc, c'est-à-dire que les pays du Maghreb, par exemple, comme l'Algérie, ne font plus partie de la zone franc CFA. Et aujourd'hui, depuis en tout cas les indépendances, le franc CFA s'est maintenu. Pourquoi? Parce que la France a convaincu les pays européens, et c'est des pressions politiques aussi sans doute, pour maintenir un système qui permette de ne pas complètement déconnecter les économies africaines de l'économie française pour que l'indépendance politique ne se traduise pas nécessairement par un divorce économique total. Et donc aujourd'hui, on a finalement un franc CFA, mais qui est subdivisé en 3 sous-ensembles, ce qui rend en fait la chose beaucoup plus difficile à comprendre. Vous avez aujourd'hui 3 unions monétaires. Vous avez donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UE-MOA. Vous avez la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, et vous avez l'Union des Comores. Aujourd'hui, donc, les 2 premières unions économiques utilisent le franc CFA, tandis que l'Union des Comores utilise le franc comorien. Donc vous avez 3 unions monétaires composées donc de pays différents, mais avec finalement un fonctionnement technique qui est similaire. Et donc c'est ce fonctionnement technique aujourd'hui que je vais évoquer en rappelant les principes qui gouvernent le franc CFA. Le premier principe qui gouverne aujourd'hui le franc CFA, c'est une fixité des parités, c'est-à-dire que vous avez une valeur fixe, vous n'avez pas de taux de change flottant entre le franc CFA et le franc français. Donc maintenant, c'est l'euro versus le franc CFA, puisque le passage à l'euro de la France, en fait, a donc transposé les liens qu'entretenait le franc français avec le franc CFA, mais les règles sont restées les mêmes. Maintenant, c'est l'euro qui a une parité fixe,
avec le franc CFA. Et donc cette parité fixe, en fait, elle signifie tout simplement que quelles que soient les circonstances économiques, quelle que soit la conjoncture, vous avez une même valeur qui ne change pas. Et donc, depuis 1999, 1 euro égale 655 francs CFA et 491 francs comoriens. Et donc, il y a eu exceptionnellement parfois quelques dévaluations, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Il me semble qu'il y en a eu 2 en une soixantaine d'années. Mais vous avez donc une parité fixe, ce qui n'est pas déjà, ce qui est déjà problématique en soi. C'est-à-dire que les économistes ont toujours été très méfiants vis-à-vis des parités fixes, parce que les monnaies, de toute façon, fluctuent tout le temps entre elles. Et donc, le risque avec une parité fixe, c'est que vous ayez toujours une monnaie surévaluée par rapport à l'autre, ou une monnaie sous-évaluée par rapport à l'autre. C'est la raison pour laquelle tous les systèmes de parité fixe qu'on a essayé après la Seconde Guerre mondiale se sont tous cassés la gueule, parce que vous ne pouvez pas décréter comme ça une parité fixe. C'est comme si on disait là 1 euro égale 20 000 bitcoins et ça reste comme ça et ça restera comme ça. Plutôt c'est l'inverse plutôt. Ça reste comme ça et ça ne changera jamais. Ça ne peut pas marcher parce que comme vous avez des fluctuations quotidiennes, et ben, si votre taux de change de marché ne correspond pas au taux de change fixe imposé par les autorités, il y a une loi qui s'appelle la loi de Gresham qui s'applique, qui est que la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire que la monnaie sous-évaluée, généralement, disparaît et qu'il y a une pénurie de monnaie sous-évaluée. Imaginez demain qu'on dise 1 euro égale 1 bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer? Si on vous interdit d'échanger vos euros et vos bitcoins autrement que la parité 1 euro égale 1 bitcoin. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas vendre vos bitcoins. Je veux dire, vous savez très bien que le marché valorise le bitcoin à hauteur de 20 000 euros et des poussières. Si on vous dit 1 euro égale 1 bitcoin, eh bien le bitcoin disparaîtra tout simplement de la circulation parce que c'est une monnaie qui sera sous-évaluée par rapport à l'euro. Donc c'est un problème assez récurrent d'ailleurs sur le continent africain, puisque le franc CFA est régulièrement accusé, à mon avis à juste titre, d'être surévalué par rapport à ce qui est décrété, par rapport à ce que le taux de change fixe décrète. Et ça pose des problèmes en matière de commerce international parce que très régulièrement, vous avez des pénuries de devises européennes qui sont constatées sur les marchés. C'est-à-dire que comme vous avez une parité qui est complètement déconnectée de l'économie réelle, eh bien, les euros sont très difficilement, en tout cas, trouvables au taux de change fixe officiel, ce qui pose des problèmes pour régler les importations. Et donc, très régulièrement, dans la presse francophone, vous avez des articles qui disent « pénurie de devises européennes en Afrique », les importateurs ont du mal à régler leurs factures parce que, justement, vous avez une fixité des parités qui, à mon avis, est déjà absurde. Ensuite, deuxième principe, vous avez un libre transfert de capitaux. Alors ça, pour le coup, c'est très bien, le fait qu'on puisse échanger librement les capitaux, régler librement les importations, les exportations, rapatrier les profits, envoyer des fonds librement. Ça, c'est un des principes qui donc gouverne le franc CFA, c'est-à-dire que vous avez un transfert libre entre l'Afrique, entre la France, entre les pays africains. Il ne peut pas y avoir de restrictions. Les règles qui gouvernent la zone franc CFA interdisent toute forme de restriction des capitaux. Donc ça, ce n'est pas forcément absurde en soi. Ensuite, vous avez une garantie de convertibilité illimitée. C'est-à-dire que là encore, les règles interdisent une quelconque restriction en matière de convertibilité. Si je suis un commerçant africain et que je veux échanger mes francs CFA contre de l'euro, ou inversement, si je suis un Européen qui veut changer de l'euro pour du franc CFA, cette convertibilité doit être illimitée et elle est assurée en dernier ressort par le Trésor français qui s'engage à mettre à disposition des banques centrales africaines les fonds nécessaires pour les opérations de change si d'aventure elle n'avait pas les fonds suffisants pour assurer la convertibilité. Et enfin, vous avez le point le plus controversé en fait, du franc CFA, celui qui génère la polémique. Vous avez la centralisation des réserves de change. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les banques centrales africaines
sont obligés de verser auprès du Trésor français une partie de leurs avoirs étrangers, de leurs réserves de change. Et cette obligation de transférer une partie de leurs réserves sur donc un compte administré par le Trésor français, c'est en fait la contrepartie de la convertibilité illimitée. Parce que si le Trésor français s'engage à dépanner les banques centrales africaines dans l'hypothèse où elles n'auraient pas les fonds suffisants pour convertir de l'euro en francs CFA, bah, la contrepartie de cette solidarité, c'est un droit de regard, en fait, sur la politique de change, sur les réserves de change que les banques centrales africaines donc, sont obligées d'avoir pour défendre la parité entre l'euro et le franc CFA. Parce que le système, en fait, est conçu de telle manière que pour respecter la parité fixée par la législation, eh bien, les banques centrales africaines doivent jouer avec leurs réserves de change pour que la parité officielle soit respectée. Donc, ce système est-il juste, est-il viable, est-il efficace? Aujourd'hui, les partisans du franc CFA en Europe, en Afrique subsaharienne, vantent essentiellement sa stabilité. C'est la raison pour laquelle, enfin en tout cas, c'est la raison principale pour laquelle, selon eux, cette monnaie mérite d'être préservée. Et en fait, quand vous regardez les standards en matière d'inflation dans l'Afrique subsaharienne de manière générale, ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que sur les dernières années, sur les dernières décennies, le franc CFA est une monnaie qui s'est révélée être relativement stable par rapport aux autres monnaies d'Afrique subsaharienne. Donc là, j'ai pris, vous voyez, un pays donc, de la première union monétaire, le Cameroun, un autre pays de la deuxième union monétaire, le Bénin, l'union de Comores. Et quand vous voyez donc les taux d'inflation comparés avec la moyenne en Afrique subsaharienne, vous avez plutôt des taux d'inflation qui sont en dessous de la moyenne africaine. Donc au regard du critère de stabilité monétaire et des prix et de la maîtrise de l'inflation, c'est une monnaie qui joue quand même un peu son rôle, même si on pourrait tout à fait considérer qu'on pourrait faire mieux, et je pense en effet qu'on pourrait faire mieux. Le grand problème en fait avec le débat sur le franc CFA, c'est un débat qui me met un peu mal à l'aise, parce que quand bien même effectivement je conçois qu'il y a un côté un peu humiliant à obliger les banques centrales africaines à déposer une partie de leurs réserves de change sur un compte administré par le Trésor français, ce qui, en fait, instaure une tutelle et un droit de regard de fait sur la politique monétaire des États africains. Il y a une forme de tutelle symbolique et une tutelle politique qui est évidente. La plupart des gens aujourd'hui qui veulent la peau du franc CFA veulent sa peau pour de très mauvaises raisons. Parce que quand vous regardez les principaux arguments aujourd'hui contre le franc CFA, ce sont des gens qui, malheureusement, reprochent au franc CFA d'être insuffisamment inflationniste. Et donc là, vous voyez, j'ai une citation d'un économiste togolais qui est très connu, qui s'appelle Kako Nabuko, qui a pignon sur rue dans la presse française et qui est vraiment au devant de la scène pour défendre la fin du franc CFA et pour permettre à chaque État africain de décider souverainement de sa politique monétaire. Lui, le problème, c'est qu'il veut la fin du franc CFA, mais pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'il reproche précisément au franc CFA d'être, comment dire, une arme anti-inflation. Et il est vrai que cette monnaie coloniale est conçue de telle manière que les banques centrales et commerciales africaines n'ont pas intérêt à émettre trop de crédit, parce que si elles le font, elles prennent le risque que trop de gens demandent à convertir leur franc CFA en euros, parce qu'il y aurait un déséquilibre au niveau des prix. Et alors, une inflation de crédit et de monnaie de franc CFA, finalement, prendrait le risque d'épuiser les réserves de change des banques centrales africaines. Donc en fait, le système est conçu de telle manière que l'euro est pour le franc CFA une espèce d'étalon or qui, finalement, empêche les banques centrales africaines d'imprimer
trop de monnaie et ça ne plaît pas beaucoup aux gens qui sont hostiles au franc CFA, qui, pour les mêmes raisons fallacieuses, estiment que l'inflation est source de prospérité. En Europe, on a plein de politiciens et d'économistes qui vous expliquent que l'inflation, c'est super. En Afrique, c'est la même chose. Les débats sont du même niveau, malheureusement. Et donc, on a des gens qui nous expliquent que le franc CFA, c'est pas bien parce que justement, ça ne permet pas suffisamment l'inflation. Et donc, Kako Dambuko, lui, il dit que l'inflation optimale, c'est 8% par an. Et une fois que vous aurez 8% d'inflation par an sur le continent africain, vous verrez que la pauvreté va diminuer, ce qui est évidemment une grosse bêtise, puisque non seulement il n'y a pas besoin d'inflation pour assurer le développement économique d'un pays. En Europe, la révolution industrielle européenne, elle s'est produite dans un contexte d'inflation nulle, hein, il faut le rappeler. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de penser que les lois de l'économie ne s'appliquent pas de la même manière en Afrique. D'autant que le piège, à mon avis, du débat sur le franc CFA, c'est que quand bien même c'est une monnaie imparfaite, et pour ma part, moi, je n'ai aucun souci à ce qu'elle disparaisse si un meilleur système monétaire vient le remplacer, admettons mettons le Bitcoin, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'à trop se focaliser sur le franc CFA et en faire l'alpha et l'oméga des problèmes de l'Afrique, on en vient à négliger que les problèmes économiques de l'Afrique sont beaucoup plus profonds en fait que la simple question monétaire. Moi, à mon avis, même si le franc CFA est une monnaie imparfaite, un reliquat de la colonisation qui, pour des raisons morales et de prestige symbolique, pourrait être aboli et remplacé par un autre instrument que les Africains auraient librement choisi, il ne faudrait pas croire qu'une fois ce changement effectué, tous les problèmes de l'Afrique se volatiliseraient, parce que les problèmes du continent africain sont beaucoup plus profonds que ça. Le premier problème numéro 1, c'est l'instabilité politique, la corruption qui fait que la plupart des pays africains sont insuffisamment inattractifs pour les investisseurs étrangers, c'est-à-dire que lorsque vous devez verser des pots de vin chaque fois que vous voulez bouger le moindre petit doigt, ça n'incite pas vraiment à investir. Et moi, je l'ai vécu personnellement au sein de ma propre famille, c'est-à-dire que ma famille, mes parents sont d'origine comorienne, donc un pays qui utilise le franc comorien. Et ils ne sont pas les plus riches au regard des standards français, mais ils sont quand même assez riches au regard des standards comoriens, c'est pas compliqué. Hein. Et je leur demande mais pourquoi on n'investit pas davantage au bled, il y a plein de choses à faire, on a de l'épargne. Mais en fait, la réponse est toujours la même, c'est pas le franc CFA, c'est parce qu'il n'y a strictement aucune sécurité juridique quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez investir. Et cette insécurité juridique découle d'une corruption qui est indépendante de la question du franc CFA. Ce sont vraiment deux questions qui sont complètement différentes. Et un autre problème qui, à mon avis, freine le développement du continent africain au-delà des questions monétaires, ce sont des institutions qui sont insuffisamment formalisées, c'est-à-dire des droits de propriété qui sont insuffisamment formalisés. Il y a un économiste péruvien qui s'appelle Hernando de Soto qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans un livre qui s'appelle Le mystère du capital. Et ce qu'il remarque, en fait, c'est que dans beaucoup de pays, on sous-estime la richesse des habitants parce que beaucoup de gens n'ont pas en fait des titres de propriété formels pour justifier le fait qu'ils détiennent telle portion de terre, tel bien immobilier, et en l'absence de justification formelle, il est très difficile d'aller voir un banquier et de lui dire voilà mon collatéral, est-ce que tu me fais un crédit pour accumuler, pour investir dans des infrastructures, parce que dès lors que vous n'avez pas les moyens de justifier que tel collatéral est à vous et que vous n'avez pas la sécurité juridique suffisante pour justifier auprès d'un créancier que vous êtes solvable, en fait, ça pose des problèmes en matière d'investissement et de certitude pour le crédit. Mais ce sont des questions qui sont indépendantes, à mon avis, de la question monétaire. Et donc, même si le franc CFA, à bien des égards, est une monnaie imparfaite, il faut, je crois, à mon avis, se garder de tomber dans le piège qu'il serait le principal problème de l'Afrique subsaharienne, même si, encore une fois, pour ma part, je ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'une monnaie de meilleure qualité la remplace. Et on aura sans doute l'occasion d'en discuter pour le débat qui suivra la présentation. Merci bien.
Alors, comme il y a une parité fixe, en fait, le destin du franc CFA est intimement lié au destin de l'euro. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'inflation en Europe, pour le coup, conduit à une dépréciation aussi du franc CFA en raison de la règle de la parité fixe. Donc c'est comme ça que le système a été conçu. Et de ce point de vue-là, effectivement, ça fait que la monnaie africaine est complètement tributaire de la politique de la Banque centrale européenne. Donc il y a une véritable tutelle de fait qui, pour le coup, est assez discutable. Parce que c'est-à-dire que l'indiscipline monétaire de la Banque centrale européenne eh bien, rejaillit directement sur le quotidien des Africains. Et une monnaie qui se déprécie, on le sait, c'est des importations plus coûteuses, et donc ce n'est pas l'idéal pour protéger le pouvoir d'achat des gens. Ceci dit, je pense vraiment qu'il faut insister sur le fait que, en matière d'inflation, le franc CFA reste quand même surperforme par rapport aux autres monnaies africaines. Je veux dire, dans les pays du franc CFA, on voit très peu de gens prendre leur brouette pour aller faire les courses, comme on l'a vu au Zimbabwe. Donc de ce point de vue-là, ils sont quand même un peu mieux lotis que certains pays qui sont certes indépendants, mais qui ont une conception de la souveraineté monétaire qui est très pernicieuse, parce que pour moi, souveraineté monétaire, ça veut dire liberté pour l'individu de disposer librement de son épargne et de choisir la monnaie qu'il veut. Mais la plupart des élites africaines qui parlent de souveraineté monétaire, en fait, ont une définition assez perverse de la souveraineté monétaire, c'est liberté pour des gouvernements corrompus de créer librement de la monnaie à tout va, quand bien même ça n'apporte absolument rien de bon à la population locale. Et c'est pour ça qu'ils veulent la peau du franc CFA pour de mauvaises raisons. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur certaines monnaies des pays d'Amérique latine qui, pareil, sont indexées sur le dollar des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a le même problème et le même style de débat par rapport à ces monnaies comme le peso dominicain, ce genre de choses? Alors, je serais incapable de vous répondre parce que je ne connais pas du tout la situation. Je ne suis pas qualifié pour vous parler de l'Amérique latine que je n'ai pas assez étudié. En revanche, il y a un pays que j'ai un petit peu étudié, c'est le Venezuela qui a une politique de contrôle des échanges qui est ultra autoritaire, avec en plus une inflation délirante. Et ce qui se passe avec un système de contrôle d'échange et un taux fixe, c'est que vous avez en fait un marché noir qui généralement dans ces pays émerge, parce que le taux de change fixe qu'imposent ces pays par rapport au dollar est un taux de change fixe qui généralement est complètement irréaliste. Et quand vous avez par exemple une monnaie vénézuélienne qui est dépréciée de je ne sais pas combien de pourcents parce que la planche à billets a été activée généreusement, ce qui se passe, c'est que le taux de change officiel en fait n'est pas respecté par les agents économiques, parce que personne n'est assez fou pour acheter $1 au prix que le gouvernement vénézuélien l'a fixé, alors qu'on sait très bien que ce prix n'est pas réaliste. Donc ce qui se passe généralement dans ce pays-là, en tout cas pour ceux que j'ai étudiés, c'est que vous avez les mêmes problèmes. Vous avez en fait une pénurie de devises, de dollars, parce que le dollar est complètement sous-évalué par rapport au taux de change fixe que les gouvernements d'Amérique latine imposent généralement, en tout cas pour le cas du Venezuela, mais ça ne me choquerait pas de voir des situations similaires dans d'autres pays qui ont des pratiques similaires, parce que les taux de change fixe, ça n'a jamais marché nulle part. C'est vraiment une bêtise, mais ça on le sait depuis très longtemps, et pour des raisons qui m'échappent, on continue à en faire usage dans les pays en voie de développement. En fait, ça marche que s'il y a une discipline monétaire très forte, mais cette discipline, elle n'existe pas, quoi. Donc, le système ne fonctionne pas. Allô. Du coup, est-ce que vous avez une opinion sur les tokens CFA sur blockchain? Ou aucune? Ou... Pas vraiment. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup étudié ce sujet-là, donc je pourrais pas disserter là-dessus, non. Désolé. Bonsoir, j'ai 3 questions. La première concerne comment dirais-je, le Sango.
qu'a lancé la Centrafrique. La deuxième est sur le franc CFA, le problème de liquidité que rencontrent pas mal de pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de billets. Et la troisième question, j'ai oublié, mais ça va revenir. Pour le Sango, moi, c'est un projet que je découvre en même temps que tout le monde, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Même si je suis assez sceptique hein, sur les initiatives gouvernementales qui promettent de baquer comme ça des monnaies sur des ressources. Historiquement, rares ont été les gouvernements qui ont tenu leurs promesses, donc je m'en méfie un petit peu. Pour les problèmes de liquidité que vous évoquez, c'est une conséquence directe en fait, du régime de change fixe. Hein. C'est parce qu'il y a un taux de change fixe qui fait que dans certaines circonstances, le franc CFA est surévalué, qu'il y a des problèmes de change. Mais ça, pour le coup, c'est un phénomène que les économistes décrivent depuis 2 siècles au moins. Donc l'idéal, en fait, ce serait pour moi de restaurer un système de taux de change flottant, comme on le fait avec n'importe quel pays. Je veux dire, entre le yen et l'euro, ça flotte. Et donc, les fluctuations économiques font que les prix s'ajustent en fonction du marché. Pareil, entre l'euro et le dollar, il n'y a pas de parité fixe entre l'euro et le dollar. Et c'est ce qui permet aux monnaies de s'ajuster quotidiennement en fonction de l'offre et la demande. Et donc, contrarier ce mécanisme-là, c'est nuire à la bonne intégration du commerce international. Et ça vaut aussi pour le franc CFA. Ok. La dernière question concerne l'échange. On n'a pas la possibilité d'avoir du FCFA dans un bureau de change. Est-ce que c'est normal? Oui, parce qu'en fait, le principe de centralisation de la politique de change fait que c'est quelque chose qui relève d'un privilège exclusif. C'est quelque chose qui est limité au Trésor français, qui ne délègue pas en tout cas cette possibilité à d'autres bureaux de change, parce que c'est un mécanisme centralisé. Et donc c'est la raison pour laquelle cette possibilité de convertibilité est limitée. Ça limite complètement le commerce avec les autres pays. Par exemple, j'ai du RMB. Je veux acheter des produits directement en Chine en payant un RMB, c'est impossible en étant en zone CFA. Ah non, c'est pas possible parce qu'il faut passer par un intermédiaire en fait. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas le système le plus efficient. Pour le coup, cette centralité des réserves de change, c'est vraiment, je pense, la principale chose qu'on peut reprocher à ce système, c'est que ça crée en fait un intermédiaire obligatoire dont on pourrait se passer. Et des frais qui en découlent, tout à fait. Ouais, très bien.